Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va se demander s'il faut s'inspirer de la réussite des entrepreneurs célèbres. Et évidemment, on peut penser qu'il faut se dire oui tout de suite, et on va voir que finalement, la réponse n'est peut-être pas si évidente que ça, et qu'il y a quelques subtilités à appréhender avant de dire franco que, bien sûr, il faut s'inspirer de la réussite des entrepreneurs célèbres. Alors, le premier élément qu'on va voir, c'est, on va se demander, est-ce que la réussite, par exemple, de Bill Gates, hein, que tout le monde connaît à travers Microsoft, ne tient-elle pas plus, finalement, à la chance qu'à autre chose? Et c'est comme ça qu'on va introduire la vidéo. Juste avant de vous raconter un peu cette histoire de Bill Gates et de peut-être que finalement sa réussite est simplement due à un facteur chance, je suis surtout connu pour mon best-seller L'investissement immobilier locatif intelligent et sa suite 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Mais je vous rappelle ma sortie récente qui est l'adaptation du livre L'allocateur rebelle, donc qui est un roman pour lecteurs de non-fiction et qui devrait intéresser les entrepreneurs puisque c'est l'histoire d'un jeune entrant dans la vie active qui rencontre son mentor, mentor fortement inspiré de Warren Buffett. Et donc, à travers une histoire fictive avec des rebondissements, etc., donc assez plaisant, de façon, qu'on peut lire de façon assez détendue, va quand même emmagasiner des leçons d'entrepreneuriat, de bourse, de par ce fameux mentor. Alors oui, je disais, Bill Gates, est-ce que sa réussite n'est pas un peu due à la chance? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Bill Gates, en fait, en 1968, il a été dans un des seuls lycées qui était doté d'un ordinateur. Donc c'était le lycée de Lakeside School. Et en fait, ça tient un peu à un hasard que ce lycée, à l'époque, soit un des seuls lycées dotés d'un ordinateur. Alors c'était pas une histoire de voilà de classe sociale, le lycée plus cher que le voisin, etc. C'était que ce lycée avait un prof de maths et de sciences qui était un ancien aviateur de la Seconde Guerre mondiale et voilà qui accordait beaucoup d'importance à la pratique au-delà de la théorie. Et il pensait qu'il était important que les lycéens touchent un de ces fameux premiers ordinateurs que l'on avait à l'époque. Et ce fameux prof de sciences et maths de lycée, il avait convaincu le Mother's Club en fait de affecter les recettes de la kermesse, donc c'est-à-dire 3000 $ à l'époque, à l'achat d'un télétype modèle 30 de General Electric, donc ordinateur de l'époque. Alors en plus, c'était même pas un achat vraiment complet hein, pour le lycée, c'était en fait un achat en temps partagé. Donc finalement, le fameux concept de temps partagé, hein, il date pas du 21e siècle, mais il avait déjà été appréhendé par ce fameux prof de maths du lycée de Bill Gates en 1968. Et donc en fait, on se retrouve en 1968 où Bill Gates, lycéen de 13 ans, a accès à un ordinateur à une époque où on parle de lycée, mais la plupart des universités américaines n'ont pas un seul ordinateur. Donc finalement, si on fait des stats, on a 303 millions de jeunes en âge d'aller au lycée en 1968. On a 18 millions qui ont la loterie ovarienne, un peu, ont la chance d'être nés américains. Et il y en a 300 qui vont au lycée, qui est à la fois le côté visionnaire d'un prof de maths et de sciences pour vouloir se doter d'un ordinateur, et qui a assez de fonds pour l'acquérir. Donc finalement, on part de 300 millions de jeunes en âge d'aller au lycée pour les 300 qui vont dans ce lycée-là. Donc on est à une chance sur 1 million pour que Bill Gates se retrouve dans ce fameux lycée. Et d'ailleurs, Bill Gates lui-même a déclaré en 2005 que sans Lakeside School, il n'y aurait probablement pas eu de Microsoft derrière. Alors, par contre, l'histoire ne s'arrête pas là. On connaît les deux compères de ce fameux lycée de Lakeside School qui ont cofondé Microsoft, en fait, Bill Gates et Paul Allen. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ce n'était pas un duo, mais c'était un trio, puisqu'il y avait un troisième qui était tout aussi doué, qui s'appelait Kent Evans. D'ailleurs, Bill Gates dit lui-même qu'il se souvient encore par cœur de son numéro, hein, puis c'était l'époque où, évidemment, on tapait sur le numéro et puis on n'avait pas tout enregistré dans le répertoire, où on ne connaît plus aucun numéro par cœur quasiment, sauf peut-être à la limite celui de sa famille.
Et ce fameux Ken Simmons était au moins aussi doué que les 2 autres, hein, de par l'aveu de Bill Gates, dans des compétences de programmation. Et par contre, il s'est tué dans un accident de montagne pendant ses années de lycée. Se tuer dans un accident de montagne aux États-Unis quand on est en âge d'aller au lycée a une probabilité de 1 sur 1 million, puisqu'il y a environ 18 accidents par an. Donc en fait, on voit que finalement la chance ou la malchance peut affecter un peu les réussites entrepreneuriales. Donc bon, c'était pour essayer de faire un peu l'anecdote, pour pouvoir vous dire que finalement en entrepreneuriat que comme en investissement, avant de passer à la suite, il faut bien penser que quand vous jugez le succès, le vôtre comme celui des autres, ou les échecs finalement c'est pareil, finalement rien n'est aussi bon ou aussi mauvais que cela paraît à première vue. Bon, je dirais cet exemple du livre Psychology of Money, hein, pour rendre à César ce qui appartient à César et faire honneur à l'auteur. Donc si on reprend notre question initiale, est-ce qu'il faut s'inspirer en entrepreneuriat ou en investissement, enfin notamment en entrepreneuriat, des réussites des entrepreneurs célèbres? Alors, il faut avoir cette vision relative, c'est-à-dire qu'il y a certains succès qui doivent beaucoup à la chance. Est-ce que Bill Gates aurait eu le même succès sans ce hasard d'avoir été dans quasi le seul lycée qui était doté d'un ordinateur en 1968 et d'y avoir pu développer dès l'âge de 13 ans ses compétences de programmation? C'est pas sûr. Et il y a également un certain nombre d'échecs, hein, on peut prendre le contre-exemple, qui doivent plus à la malchance qu'à une pure mauvaise exécution. Alors le problème dans tout ça, c'est que ces facteurs chance et risque, ils sont très difficiles à quantifier. Quelle est la part de risque et de chance dans une réussite ou un échec par rapport à la part de côté visionnaire, d'intelligence, de bonne stratégie ou de mauvaise exécution? C'est pas évident. Alors du coup, comme on a du mal à quantifier, on attribue souvent, on fait une bijection entre succès et réussite d'une part, et entre échec et mauvaise exécution d'autre part. Là où ça va se compliquer, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, qui avez ces exemples hein, qui sont inspirants de gens qui ont réussi, vous allez vouloir reproduire le schéma. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui a eu du succès, vous allez avoir envie de faire pareil. Vous voyez quelqu'un qui a conduit à un échec, vous allez dire bah, ce qu'il a fait, il ne faut surtout pas le faire. Sauf que vous oubliez en fait que dans tout ça, le facteur chance et risque, ils ont joué un certain rôle. Je vais reprendre un exemple. Les gens, souvent, disent que Mark Zuckerberg, donc le PDG fondateur de Facebook, est un génie quand il a refusé en 2006 l'offre de rachat de Yahoo de son entreprise pour $1 milliard. Par contre, ces mêmes gens reprochent et critiquent Yahoo, disent que Yahoo est trop bête d'avoir lui-même refusé une offre de rachat généreuse de Microsoft. Le problème, c'est que les gens, quand ils disent ça, donc l'un qui encense Mark Zuckerberg et les autres qui critiquent Yahoo, ils disent ça en connaissant la fin de l'histoire. C'est-à-dire une qui a très bien fonctionné, Facebook en l'occurrence, qui, bah, effectivement, plutôt que d'avoir été racheté pour $1 milliard, capitalise aujourd'hui en bourse plusieurs centaines de milliards de dollars. Et l'autre, Yahoo, qui a périclité et qui n'a jamais retrouvé son lustre de la fin des années 90. Par contre, si on se reprend là au moment de la décision, au moment où la prise de décision a été prise, que ce soit de Facebook pour se faire racheter par Yahoo ou de Yahoo pour se faire racheter par Microsoft, bah finalement, les situations étaient quand même très similaires à ce moment-là. Donc, c'est pas si évident que ça d'en tirer des conclusions. Et si c'est pas évident que ça d'en tirer des conclusions, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine prudence par rapport à ceux que vous admirez d'une part, et également par rapport à ceux à qui vous évitez de ressembler parce qu'ils ont eu un certain échec. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, quand on répond à cette question, faut-il s'inspirer des entrepreneurs célèbres, c'est que moins de 100% des résultats sont attribuables aux efforts. Il y a à chaque fois une part de chance ou de risque qui a été pris mais qui finalement a bien tourné, ou une part de malchance, ou finalement de risque qui était limité mais qui a mal tourné. Donc en gros 100% de vos résultats ne peuvent pas être attribués aux efforts et à l'exécution. Sur un truc qui marche, c'est
Il n'y aura pas 100% qui est dû aux efforts. Il y aura peut-être que 99% et 1% de facteur chance. Peut-être que 90, 80, 75%, c'est difficile à quantifier. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas 100% qui est dû aux efforts. On peut quand même en tirer une conclusion. C'est-à-dire que ça, il faut être vigilant quand on s'inspire comme entrepreneur qui a réussi d'un cas isolé et qui n'est pas forcément reproductible. Par contre, quand on arrive à trouver ce qu'on appelle un peu des patterns, c'est-à-dire des schémas qui se répètent en fait, là le facteur chance peut exister encore, mais on va dire la probabilité que ce soit dû à ça se limite. S'il y a beaucoup de gens qui ont pris des schémas similaires à des époques différentes, etc., et que ça a fonctionné, c'est des choses dont vous pouvez vous inspirer. Et cette vidéo, en fait, je l'ai faite aussi pour vous amener à réfléchir. J'aime bien faire de temps en temps des vidéos qui ne vous livrent pas des leçons toutes faites, hein. J'en ai dans mes vidéos, mais qui vous amènent un peu à réfléchir et à comprendre comment vous devez vous comporter en termes comme investisseur ou comme entrepreneur. Que ce soit en investissement immobilier, en investissement en bourse, en entrepreneuriat, si vous voulez vous enrichir, atteindre une certaine indépendance financière, comme moi j'ai pu le faire dans mon parcours, quand je côtoie des gens qui ont fait la même chose, un point commun, c'est que ce sont des gens qui ne restent pas dans le premier niveau de raisonnement. C'est-à-dire qu'ils vont au deuxième, au troisième niveau de raisonnement. Là, typiquement, c'est ce qu'on fait. Plutôt que de dire il y a des entrepreneurs qui ont réussi, il faut faire pareil. Voilà, on essaie de relativiser, on essaie de voir, en fait, voilà, peut-être pas sur un cas isolé, mais quand ça se répète, sinon il y a un facteur chance. C'est un peu, voilà, pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que c'est le premier ou le deuxième niveau de raisonnement. Je vais reprendre l'exemple que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo pour expliquer les biais des prévisions économiques. C'est un exemple que reprenait Keynes. En fait, c'est les concours que l'on avait dans les journaux américains, peut-être dans les années 60-70, qui étaient de deviner ce que les lecteurs du journal, voilà, ils mettaient 100 visages de femmes par exemple, et il fallait deviner pour gagner le concours ce que les lecteurs du journal allaient identifier comme les 6 visages les plus beaux. Alors, c'était une autre époque, hein. Peut-être que ça, en 2021, à l'époque où on supprime Pépé le Putois de Space Jam 2, because Me Too, because la censure et la réécriture, etc., c'est des choses qui passeraient pas. Mais enfin bon, ces concours existaient et vont nous donner un exemple intéressant qu'avait repris Keynes pour vous faire bien comprendre cette histoire de deuxième niveau de raisonnement. En fait, si dans un tel concours, vous mettez les 6 visages que vous préférez, vous ne cherchez pas à gagner le concours, vous raisonnez en premier niveau de raisonnement. Le deuxième niveau de raisonnement, ça va essayer de deviner les 6 visages qui vont être trouvés le plus beau par la moyenne, en gros. C'est-à-dire que vous, si vous préférez, je dis n'importe quoi, les brunes aux yeux verts, mais que la plupart préfèrent les blondes, il va falloir prendre les blondes. Et après, il y a encore un troisième niveau de raisonnement, c'est que les gens, normalement, ne jouent pas tous en essayant de deviner les 6 plus beaux visages tels que eux les voient, mais ils font comme vous, potentiellement, ils sont en train de deviner les 6 visages que la majorité pense comme étant les plus agréables. Donc là, on est encore au troisième niveau de raisonnement. Et en fait, c'est un exemple qui est pris par Keynes, c'est pas un hasard. Alors on peut reproduire l'expérience sur des chiffres en trouvant entre 1 et 100. Je vous mettrai un article, j'ai mis un article sur mon blog pour reproduire l'expérience chez vous. C'est trouver un chiffre entre 1 et 100 et vous devez tomber sur les 2 tiers du chiffre de la majorité. Ça reproduit exactement de façon statistique le concours des plus beaux visages. Et on voit qu'il y a plusieurs niveaux de raisonnement. Je vous mettrai le lien, j'ai un article sur mon blog là-dessus si vous êtes curieux, que vous voulez vous y intéresser. Mais donc, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que avant de répondre en investissement en entrepreneuriat, il faut que vous ayez le réflexe d'atteindre ces deuxième ou troisième niveaux de raisonnement, et c'est d'ailleurs quelque chose que préconise Charlie Munger, donc le compère de Warren Buffett, qui est aussi un multimilliardaire américain qui a réussi. Donc voilà pour cette vidéo qui change un peu. Donc j'ai parlé de mes livres au début de la vidéo, Immobilier, et puis mon dernier, La Locateur Rebelle. J'ai aussi en stock Investir en bourse, style gagnant, style perdant, donc pour les investisseurs en bourse. Pour ceux qui débutent un peu plus, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès, qui reprend plus la gestion de patrimoine en général et puis la distinction entre les différents actifs financiers. Je vous mets tous ces livres dans la description de la vidéo. Je vous mets également quelques petits cadeaux bonus comme les 7 types de locataires à éviter ou des choses comme ça. Donc vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit like, un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.